biodiversité et évolution. On retrouve de nombreux fossiles dans des roches d'âges différents. L'étude de ces fossiles nous montre que l'histoire de la vie sur Terre est marquée par le renouvellement permanent des espèces dans les différents groupes. C'est l'évolution. La théorie de l'évolution explique la grande diversité du vivant, mais aussi son unité. Nous allons tout d'abord voir quels sont les arguments en faveur d'une origine commune des êtres vivants et commencer par des rappels. Ces rappels vont nous montrer que toutes les espèces actuelles et fossiles partagent des caractères communs. Ces caractères sont visibles à l'échelle des organes. En effet, ici, si on regarde ces différents membres antérieurs chez des vertébrés, chez l'humain, le chat, la baleine et la chauve-souris, on remarque qu'ils possèdent tous le même os qui est le radius. Le radius chez l'homme, ici chez le chat, chez la baleine et chez la chauve-souris. Ensuite, à l'échelle de la cellule, tous les êtres vivants sont composés de cellules. C'est ce que vous avez vu dès la 6e, où on sait que tous les êtres vivants sont composés de cellules et qu'une cellule contient un noyau. Donc ici, vous les voyez dans les cellules buccales humaines, sur les cellules d'épiderme de grenouille et dans les cellules d'épiderme d'oignon. Donc ici, ce sont les noyaux. D'un cytoplasme, ici, et du membrane plasmique. La membrane plasmique, elle est présente ici. Chez les végétaux, elle est moins visible puisque les végétaux, autour de chacune des cellules, il y a une paroi. À l'échelle moléculaire, tous les êtres vivants possèdent de l'ADN et des chromosomes. Dans ce tableau, on a une comparaison entre différentes espèces de leurs caractéristiques. Donc, nous avons l'espèce humaine, une bactérie, une mouche, une souris, une jonquille, et il a été mis en parallèle un minéral qui est le quartz. Tout d'abord, si on regarde le nombre de cellules, on s'aperçoit que tous les êtres vivants possèdent des cellules. La bactérie est un être vivant unicellulaire, donc elle n'en possède qu'une. Par contre, toutes les autres espèces ont le chiffre n, car suivant chaque individu, le nombre varie. Donc, c'est des individus pluricellulaires, mais avec un nombre qui n'est pas précis. Le nombre de chromosomes par cellule, tous les êtres vivants possèdent des chromosomes. La jonquille a une particularité, c'est que son nombre de chromosomes peut varier en fonction des individus. Certaines cellules sont capables d'avoir 2 fois la quantité de chromosomes, voire 4 fois. La division cellulaire est présente chez tous les êtres vivants et la duplication de l'ADN avant cette division également. Ensuite, si on regarde plus précisément l'information génétique est présente sur les chromosomes, on s'aperçoit qu'on partage tous un pourcentage plus ou moins élevé. Par exemple, si je compare l'information génétique d'une bactérie avec l'être humain, on a 7% de points communs. Plus on se rapproche des mammifères, plus le pourcentage est élevé. Par exemple, on partage 90% de l'information génétique avec une souris. Ce tableau montre que les caractéristiques des êtres vivants sont identiques, c'est-à-dire qu'ils possèdent tous des cellules, des chromosomes, se multiplient par division cellulaire. L'information qui va changer, c'est l'information génétique qui est présente sur les chromosomes. En fonction de celle-ci, on aura des espèces qui sont différentes. Donc la présence d'ADN comme molécule d'information et de construction cellulaire universelle est une preuve d'une origine commune des êtres vivants. Ce caractère est partagé par tous les êtres vivants actuels. De plus, il existe des structures dans certains groupes qui impliquent également une origine commune. Exemple avec les vertébrés et le radius. Si les espèces présentent des caractères en commun, elles doivent avoir des ancêtres communs. Donc les espèces actuelles et passées ont-elles des liens de parenté? Tout d'abord, on va revoir ensemble la classification phylogénétique des êtres vivants.
La classification s'appuie sur les caractères qu'une espèce possède. Un caractère est une propriété morphologique, par exemple, il possède un os, une bouche, ou physiologique. C'est toutes les activités que l'on peut retrouver à l'intérieur des cellules ou des organes. Par exemple, la respiration, la photosynthèse. Ces caractères sont transmissibles, donc on parle de caractères héréditaires. Pour construire cette classification phylogénétique, on va partir d'un tableau où on va regrouper les caractères de chacune des espèces. Donc ici, par exemple, on a le lombric, la carpe commune, la mésange, la poule domestique, le chimpanzé et l'espèce humaine. Les caractères que l'on va regarder pour chaque espèce, la bouche, les vertèbres, les doigts, les plumes, les poils et la bipédie exclusive. On va mettre des croix lorsque l'espèce possède le caractère. Par exemple, si je prends la bouche, elle est présente chez le lombric. Si je regarde ici, c'est un schéma, enfin une modélisation d'un lombric. On voit qu'ici à l'avant, on a la bouche et au microscope, on revoit de nouveau cette bouche qui est présente ici. Ensuite, la carpe commune possède une bouche aussi et des vertèbres. Donc ici, vous avez un squelette d'un poisson et on voit que l'ensemble du squelette est présent. La mésange et la poule possèdent toutes les deux des doigts et des plumes. Donc ici, si je regarde ce schéma, on voit tous les os présents dans l'aile du poulet et des oiseaux en général, et on voit la présence de doigts ici à la terminaison des ailes. Le chimpanzé possède des poils, et enfin, l'espèce humaine possède des poils également, et est bipède. C'est-à-dire qu'on se déplace exclusivement sur nos pieds et nos pattes arrière. Pour la construire, la classification emboîtée, maintenant je vais reprendre les caractères un par un et regarder comment ils se répartissent en fonction des espèces. Ici, je vais tracer un premier cadre qu'on va appeler la première boîte et qui va correspondre à la bouche. Toutes les espèces que j'ai possèdent une bouche. Donc ici, dans le premier cadre, j'ai la bouche. Ensuite, si je prends les vertèbres, je m'aperçois que le lombric n'en possède pas. Donc je fais une deuxième boîte qui correspond à tous les êtres vivants qui possèdent des vertèbres, et le lombric, je le mets à l'extérieur de cette boîte. Par contre, il est dans la boîte bouche, puisqu'il possède une bouche. Je continue avec les doigts. Ici, j'ai 4 espèces qui possèdent des doigts. Ensuite, je vais faire 2 boîtes qui vont d'un côté regrouper les espèces qui possèdent des plumes et de l'autre les espèces qui possèdent des poils. Je note à l'intérieur les êtres vivants, mésange, poule domestique, de l'autre côté le chimpanzé. Je laisse l'homme de côté puisque je vois que lui, il possède un caractère que les autres ne possèdent pas, c'est la bipédie exclusive et je le mets à l'intérieur. Donc ici, voici ma classification emboîtée complète avec les espèces que nous avions dans le tableau. Et on voit en fait les différentes boîtes qui sont les unes dans les autres. Nous allons maintenant introduire les fossiles que nous avons retrouvés des espèces actuelles. Donc ici, par exemple, on va travailler avec le cheval, où on a retrouvé des fossiles qui datent de 30 millions d'années avec Miohippus et de 40 millions d'années avec Eohippus, chacun des fossiles possédant différents caractères. C'est ensuite sur ce document que l'on va replacer l'axe des temps, donc qui est ici, c'est l'axe des ordonnées,
Et ensuite, on a une espèce de ligne de vie qu'on appelle un arbre phylogénétique. Et dessus, on va replacer les différents fossiles et les différentes innovations évolutives. Les innovations évolutives correspondent aux caractères nouveaux que l'on retrouve chez le descendant.